Depuis plusieurs mois, un phénomène transforme silencieusement les rapports de force au Proche-Orient. Ce phénomène ne fait pas les gros titres, il ne provoque pas de réaction diplomatique spectaculaire. Pourtant, il modifie en profondeur les calculs stratégiques de chaque acteur régional. Ce phénomène, c'est la banalisation des drones dans les arsenaux non étatiques. Et ses conséquences se mesurent aujourd'hui sur le front libanais. Nous ne sommes pas face à un simple changement tactique. Nous assistons à une reconfiguration des hiérarchies militaires. Une reconfiguration qui interroge des certitudes vieilles de plusieurs décennies. Aujourd'hui, voix interdite, analyse cette transformation. Sans sensationnalisme, avec méthode, pour comprendre ce qui se joue réellement entre Beyrouth, Tel Aviv et leurs arrière-cours respectives. Pour comprendre les dynamiques actuelles, il faut revenir aux fondamentaux. Depuis 1967, Israël a construit sa doctrine de sécurité sur un postulat central. Ce postulat, c'est la suprématie aérienne absolue. Cette suprématie a permis à Tsahal de compenser son désavantage démographique. Elle a garanti la capacité de projection de force dans toute la région. Elle a dissuadé les adversaires conventionnel. Le système fonctionnait sur une asymétrie technologique assumée. D'un côté, une aviation moderne, des systèmes de détection avance, une intégration C4ISR de premier plan. De l'autre, des forces terrestres nombreuses mais vulnérables aux frappes aériennes. Cette architecture stratégique a été validée en 1967. Elle l'a été à nouveau en 1973, après un moment de flottement initial. Elle l'a été lors des opérations au Liban en 1982 et en 2006. Malgré des résultats politiques mitiges, la supériorité aérienne n'a jamais été contestée. Or, que se passe-t-il quand cette asymétrie s'érode ? Que se passe-t-il quand des acteurs non étatiques accèdent à des capacités de frappe aérienne ? Même rudimentaire, même limitée, la question n'est plus théorique, elle se pose concrètement sur le terrain libanais. Le Hezbollah a développé un arsenal de drones diversifiés. Drones de reconnaissance, drones suicides, drones de saturation. Ces engins ne rivalisent pas avec les F-35 israéliens. Là n'est pas la question, leur fonction est différente. Ils saturent les défenses, ils imposent des coûts économiques disproportionnés, ils créent une incertitude permanente. Un drone basique coûte quelques milliers de dollars. Un missile intercepteur en coûte plusieurs centaines de milliers. L'équation économique est dévastatrice sur le long terme. Parallèlement, le contexte régional a évolué. La guerre en Syrie a modifié les paramètres. Le corridor iranien vers la Méditerranée s'est consolide. Les transferts technologiques se sont accélérés. La Russie a introduit de nouveaux systèmes dans l'espace aérien syrien. La Turquie a développé ses propres capacités de drones avec des succès remarques en Libye et au Karabagh. Le drone n'est plus une technologie de pointe réservée aux grandes puissances. Il est devenu un équaliseur stratégique, un outil de contestation accessible. Et cette démocratisation de la frappe aérienne bouleverse les calculs établis. Analysons maintenant les implications concrètes de cette évolution. Premièrement, l'érosion du sentiment d'invulnérabilité. Pendant des décennies, la population israélienne a vécu sous un dôme de protection perçu comme imperméable. Le dôme de fer a renforcé cette perception après 2011. Les interceptions spectaculaires de roquettes ont alimenté un récit sécuritaire rassurant. Ce récit se fissure, les drones posent des défis spécifiques. Ils volent de bas. Ils sont difficiles à détecter. Ils peuvent être lents en essaim. Les systèmes de défense antimissiles ne sont pas optimisés pour cette menace. Des adaptations sont en cours, mais elles prennent du temps et elles coûtent cher. Deuxième élément, les tensions institutionnelles au sein de l'appareil de défense. Tout système militaire repose sur une allocation de ressources. Cette allocation reflète des choix doctrinaux, elle reflète aussi des équilibres bureaucratiques. L'armée de l'air israélienne a historiquement capté une part importante des budgets. Sa doctrine centralisée s'articulait autour de la frappe de précision et de la supériorité aérienne. L'émergence de la menace drone impose des arbitrages. Faut-il investir massivement dans la défense anti-drone ? Faut-il développer des capacités offensives nouvelles ? Faut-il repenser la dispersion des forces terrestres ? Ces débats ne sont pas publics, mais ils traversent l'establishment sécuritaire. Des divergences apparaissent entre générations d'officiers, entre armes, entre écoles de pensée stratégique.
Troisième élément, l'impact sur la posture régionale. Israël a longtemps bénéficié d'une liberté d'action aérienne quasi totale. Les frappes en Syrie illustraient cette réalité. Des centaines d'opérations conduites sans perte significative. Cette liberté d'action se contracte, non pas brutalement, mais progressivement. Les systèmes de défense aérienne syriens, même de grade, compliquent les opérations. La présence russe impose des deux conflictions et surtout le risque de représailles par drone modifie les calculs coût-bénéfice. Quatrième élément, les implications pour le front libanais. La guerre de 2006 avait déjà révélé les limites de la puissance aérienne face à un adversaire retranche. Le Hezbollah avait survécu à 33 jours de bombardements intensifs. Sa capacité de tir de roquettes était restée intacte jusqu'au cessez-le-feu. Depuis, l'organisation a tiré les leçons. Elle a diversifié son arsenal, elle a amélioré ses capacités de commandement, elle a développé une doctrine de défense en profondeur. Les drones s'inscrivent dans cette évolution. Ils ne remplacent pas les roquettes, ils les complètent. Ils ajoutent une couche de complexité pour le défenseur. Cinquième élément, la dimension économique. Une guerre d'attrition aérienne favorise structurellement l'acteur aux coûts les plus bas. Israël dispose de ressources supérieures. Mais ces ressources ne sont pas infinies. Le coût des opérations de défense augmente. Le coût d'opportunité aussi. Chaque shekel investi dans l'interception n'est pas investi ailleurs. Cette réalité économique pèse sur les choix stratégiques. Elle alimente les deux bases internes sur la soutenabilité de certaines postures. Élargissons maintenant la focale aux enjeux régionaux. Premier enjeu, la position de la Syrie. Le territoire syrien reste central dans l'architecture stratégique du Levant. Il constitue le corridor logistique entre l'Iran et ses alliés. Il offre une profondeur stratégique au Hezbollah. La reconstruction de l'État syrien, même partielle, modifie les paramètres. Damas cherche à reconstituer ses capacités. La Russie maintient sa présence. L'Iran consolide ses positions. Israël continue ses frappes. Mais le contexte a changé. La Syrie n'est plus un espace permissif pour les opérations israéliennes. Elle devient un terrain conteste. Deuxième enjeu, le positionnement jordanien. Hamas observe ces évolutions avec inquiétude. La Jordanie partage des frontières avec Israël, la Syrie, l'Irak et l'Arabie saoudite. Sa stabilité dépend des équilibres régionaux. Une escalade au Levant aurait des répercussions directes, flux de réfugiés, pressions économiques, tensions internes. La monarchie hachemate maintient une posture prudente. Elle préserve sa relation stratégique avec Washington. Elle maintient le canal avec Tel Aviv, mais elle surveille les évolutions avec attention. Troisième enjeu, la question palestinienne. Les dynamiques au Liban ne sont pas déconnectées de la situation à Gaza et en Cisjordanie. Les différents fronts s'influencent mutuellement. Une escalade sur un front peut précipiter des développements sur les autres. Les calculs israéliens intègrent cette multifrontalité. Les capacités de Tsahal ne sont pas extensibles à l'infini. Un engagement prolonge sur un théâtre limite les options sur les autres. Quatrième enjeu, les reconfigurations diplomatiques régionales. Les accords d'Abraham avaient dessiné une nouvelle architecture. Israël normalisait ses relations avec plusieurs États arabes. Un front tacite anti-iranien semblait émerger. Cette dynamique s'est ralentie. Les événements à Gaza ont compliqué les calculs des signataires. L'opinion publique arabe reste hostile à la normalisation. Les gouvernements concernés temporisent. Le contexte libanais ajoute une variable. Une guerre ouverte avec le Hezbollah aurait des répercussions sur ses équilibres fragiles. Cinquième enjeu, le rôle des puissances extérieures. Les États-Unis restent le garant de la sécurité israélienne, mais l'administration américaine a ses propres contraintes. Année électorale. Autre priorité stratégique, fatigue des engagements au Moyen-Orient. L'Europe est largement absente. La France maintient un intérêt historique pour le Liban, mais ses moyens d'influence sont limites. La Russie se concentre sur l'Ukraine. Sa présence en Syrie reste significative, mais elle ne souhaite pas d'escalade régionale. La Chine observe, elle développe ses relations économiques avec tous les acteurs, elle évite de prendre parti. Sixième enjeu, la prolifération technologique. Ce qui se joue au Levant préfigure des évolutions globales. La démocratisation des drones transforme les conflits asymétriques partout dans le monde. Les leçons tirées ici seront étudiées ailleurs, en Afrique, en Asie
en Amérique latine. Le Levant devient un laboratoire des guerres de demain. Récapitulons les éléments centraux de cette analyse. La prolifération des drones au Levant constitue une évolution structurelle. Elle n'est pas un épiphénomène. Elle modifie les rapports de force établis. Israël fait face à un défi doctrinal majeur. Sa suprématie aérienne, pilier de sa sécurité depuis 50 ans, est contestée, non pas frontalement, mais par érosion, par saturation, par attrition économique. Les tensions internes à l'establishment israélien reflètent ce défi. Les débats sur l'allocation des ressources traduisent des divergences stratégiques profondes. À l'échelle régionale, les équilibres se reconfigurent. La Syrie reste un enjeu central. La Jordanie observe avec prudence. Les accords de normalisation sont en suspens. Les puissances extérieures ont des moyens d'influence limites. Personne ne souhaite une escalade majeure, mais les dynamiques en cours ont leur propre logique. Voici la question que Voix interdite pose aujourd'hui à ses spectateurs. La banalisation des drones dans les arsenaux non étatiques conduit-elle inévitablement à une revision des doctrines de sécurité des puissances établies, ou ces puissances trouveront-elles des parades technologiques qui restaureront l'asymétrie antérieure? Donnez votre analyse en commentaire. Si cette analyse vous interpelle, abonnez-vous à Voix interdite. Chaque jour, nous décryptons les sujets qu'on vous cache. À demain.